La forêt, premièrement, joue un rôle régulateur thermique car elle se présente comme la meilleure solution face au changement climatique. Ces arbres permettent de stocker et de fixer le gaz carbonique CO2 et leur impact sur le climat est donc décisif parce que ces arbres réduisent les gaz à effet de serre et pourraient possiblement maintenir la hausse de la température mondiale. À côté de ces bénéfices de la régulation thermique, les forêts aussi occupent une place si centrale dans nos vies grâce à ces bénéfices économiques car de nombreux domaines différents tels que l'alimentation et d'autres qui s'appuient sur les ressources renouvelables ici des forêts. Alors, cette forêt qui est menacée par le réchauffement climatique, la forêt permet donc la protection et la conservation des sols, ce qui assure notre sécurité alimentaire et la conservation de la biodiversité. Alors, de l'Amazonie en passant par la forêt équatoriale, faisons escale ici au Burundi exactement, dans la Kivira. Interrogeons-nous sur son impact socio-économique et son rôle pour un développement durable ici au Burundi. Pour comprendre de plus, nous accueillons, c'était prévu 3 invités, peut-être que l'autre viendra au cours de cette émission. C'est 2 invités aujourd'hui qui sont déjà présents. Le premier, c'est M. Théo Wei. Il est le coordinateur de l'UNCDF, une agence onusienne pour la protection de l'environnement. Bonjour et bienvenue dans cette émission Twitter Hebdo Kikij. Bonjour et merci pour l'invitation. Peut-être vous pourriez approcher le micro. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, merci. C'est aussi un plaisir d'accueillir toujours professeur Serge Ngenda Koumana, professeur de l'université. Il est spécialiste aussi dans les questions écologiques. Bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir renouvelé de revenir sur vos antennes. Merci. On avait voulu être avec Dr Célestin Sibomana. Il est secrétaire exécutif permanent de la plateforme multisectorielle du secteur de la sécurité alimentaire de nutrition. Il est aussi un haut cadre à la primature burundaise. Peut-être que dans quelques instants, il va nous rejoindre. À la présentation, c'est toujours Ale Muhigwe et après une courte pause, nous allons revenir et nous allons commencer à faire un débat sur ce thème d'aujourd'hui. Comme vous l'avez déjà vu, notre thème, vous l'avez déjà entendu, notre thème aujourd'hui c'est une forêt bien protégée, bien conservée au service d'un développement durable d'un pays, le cas de la Kivira. Alors, je vais commencer ma première question avec monsieur Théo. Je dirais, aujourd'hui, quelle est la contribution de votre organe ici en matière de la conservation et de la protection de la forêt au Burundi, exclusivement, particulièrement Rakibira, avant peut-être d'entrer dans le vif des sujets. Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, d'abord, UNCDF, c'est une agence des Nations Unies, vous l'avez si bien dit. C'est les United Nations Capital Development Funds. En fait, nous sommes une agence des Nations Unies. On est plus focalisé sur les questions, on a apporté beaucoup de contributions sur les questions de gouvernance locale, sur les questions des microfinances, mais en fait, on essaie à travers le travail d'accompagnement des pays en développement de promouvoir les investissements, de soutenir la promotion des capitaux vers justement ces pays pour les accompagner dans leur processus de développement. Alors la question serait de voir comment est-ce que nous, qui sommes une agence focalisée sur les questions, je dirais, d'investissement, sur les questions des microfinances,
qu'est-ce que nous venons faire sur les questions écologiques, d'environnement, sur les questions de protection des forêts. Alors c'est cela vraiment toute la pertinence, parce que nous voulons, il est important de considérer la forêt, puisqu'on parle à Kibera, comme étant un capital naturel. Et lorsqu'on parle de capital naturel, on voit en fait les aspects économiques, c'est-à-dire la valeur économique que représente cette forêt. Et donc on veut quitter les approches, je dirais, classiques, traditionnelles, de dire on conserve la forêt, oui c'est bien, on reste sur des questions purement écosystémiques, mais nous souhaitons vraiment catalyser une réflexion qui va au-delà, une réflexion qui intègre effectivement des processus économiques, comment la Kibera peut devenir une opportunité de développement local pour les communautés qui sont environnantes et rayonner en tant que approche des développements même pour l'ensemble du pays. Actuellement dans la Kibera, on implémente un projet qu'on dit qu'il est catalytique, parce que ça va nous permettre justement de promouvoir des modèles de conservation et des développements pour la Kibera et les communautés qui vivent autour. Ma deuxième question peut-être pour le professeur Serge. Nous avons déjà dit dans notre introduction que la forêt peut être au service d'un développement du pays. Est-ce que cela est-il possible pour le Burundi, pour le cas de la Kibera? Oui, c'est très possible. Je dis bonjour une fois de plus à l'auditoire de cette radio qui s'occupe effectivement des questions écologiques, conservation des écosystèmes et tout ce qui nous entoure. C'est une innovation. Je dois affirmer, comme ça se fait ailleurs, que si une ressource s'avère importante, elle a sa contribution au niveau de l'économie nationale. Et la forêt, comme la Kibera, est bien sûr un capital naturel très important. Ailleurs, il y a environ 8, voire plusieurs services rendus par les forêts. Et là où vous voyez, en général, il y a un adage français qui dit que tout service est payant. Et la forêt, une ressource naturelle qui rend service, et ces services doivent être en fait payés ou compensés. Et voilà, donc il y a un mécanisme qui existe qui s'appelle PES, paiement pour les services écosystémiques ou paiement pour les services environnementaux. Et à travers ce mécanisme, les forêts comme ça peuvent être une source d'entrée de devises, de fonds pour le financement de l'économie locale. Mais aussi, je dois plutôt dire deux choses. La première chose, c'est quels sont les principes de préservation de ce genre de ressources naturelles et comment est-ce qu'on peut assurer le partage des retombées quand des forêts comme ça génèrent des ressources au niveau national. Et il y a environ 6 principes que je ne vais pas énoncer ici. Et le principe de pollueur-payeur. Donc, en principe, les forêts génèrent des fonds au niveau des pays qui les préservent à partir de ce principe pollueur-payeur. En principe, les industries, que ce soit les agro-industries métallurgiques ou autres, qui polluent, et les pays aussi qui ont des activités qui polluent, mais aussi l'industrie aérienne comme le transport et autres, doivent en principe contribuer à la préservation des forêts en payant ou en compensant leurs émissions de gaz et des émissions de gaz à effet de serre, en l'occurrence le CO2, le carbone. Et ce qui, dans l'aspect empreinte carbone, beaucoup d'industries sont prêtes à compenser les services rendus par les forêts. Il y a d'autres principes que nous pouvons utiliser, mais ce que je devrais dire pour les pays, c'est le principe de précaution et le principe de prévention. C'est les deux principes qui soutiennent en fait la valeur intrinsèque d'une forêt. Et à partir de ces principes, on fait valoir donc le principe pollueur-payeur, qui est un mécanisme déjà acté au niveau international, que ce soit au niveau du cadre des Nations Unies pour le cadre international des Nations
Nations Unies pour le changement climatique et le cadre des Nations Unies pour la conservation de la biodiversité. Il y a beaucoup de conventions. Peut-être on va y arriver, ouais. au niveau, au niveau des questions qui vont suivre. Peut-être nous allons, comme je l'avais dit, accueillir notre troisième invité, c'est Dr Célestin Sibo-Manélé, secrétaire exécutif permanent de la plateforme multisectorielle de sécurité alimentaire de nutrition. Il est aussi un haut cadre de la primature ici au Burundi. Soyez les bienvenus dans nos studios de la radio Kazo FM. Merci pour m'avoir invité dans cette émission d'importance capitale pour le bien-être des populations. Merci beaucoup. Peut-être, on avait déjà dit que la forêt, c'est toute une vie. Pour qu'il y ait cette vie, la population burundaise doit avoir une sécurité alimentaire. Et y aurait-il ce lien entre une préservation, protection de la kivida aussi des autres aires protégées comme des forêts? Y aurait-il un lien avec une sécurité alimentaire assurée pour un bon développement du pays? Oui, effectivement, il y a une relation bidirectionnelle entre l'environnement, les forêts, les écosystèmes et la sécurité alimentaire. Parce que, comme vous le savez, la sécurité alimentaire, il faut comprendre la disponibilité des aliments, leur accessibilité, la stabilité, ainsi que l'utilisation de ces aliments. Et les aliments qui doivent nécessairement être sains, nutritionnels et à haute valeur nutritionnelle. Et comme vous le savez, dans le jargon technique, nous disons que pour garantir un aliment sain, nutritionnel, il faut des actions de la fourche à la fourchette, ou alors de l'étable à la table. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de maillons. Et tout ce que nous nourrissons, c'est ce que nous produisons. Et tout ce que la façon dont nous produisons garantit effectivement la qualité de l'alimentation et donc garantit la bonne nutrition et le bien-être des populations. Y a-t-il un danger si cette forêt en général ne serait pas préservée ou bien ne serait pas conservée, que cette sécurité alimentaire serait menacée? Effectivement, il n'y a pas de sécurité alimentaire sans protection des écosystèmes, parce que le rôle des forêts est essentiel dans le maintien de l'équilibre environnemental. Et les forêts, évidemment, contiennent des végétaux, contiennent des animaux, des micro-organismes. Et vous savez que les forêts normalement équilibrent l'environnement de par la purification de l'air, de par le maintien, par le cycle de l'eau, la disponibilité de l'eau, et j'en passe. Donc, finalement, on ne peut pas parler du développement de l'agriculture sans protection des écosystèmes. Merci beaucoup. Peut-être le tour à M. Abo Limana Nixon, peut-être il aurait d'autres questions à poser à nos invités. Oui, je peux commencer à poser la question à M. Professeur Serge. Vous venez de dire qu'il y a au moins 6 principes de gestion environnementale pouvant contribuer beaucoup dans le développement économique du pays. Est-ce que ces principes sont opérationnels au Burundi? Sinon, comment faire pour promouvoir l'opérationnalisation de ces principes? Oui, j'ai parlé des principes de préservation des écosystèmes, et surtout des écosystèmes forestiers. Et avant de répondre à votre question qui est très pertinente, je dois avouer que la planète Terre, donc en fait la planète Terre respire à travers les massifs forestiers. Et la planète dispose de 3 poumons. Et Dieu merci, la forêt de la Kibira fait partie du 3e poumon. Les 3 poumons à partir desquels la planète Terre respire sont la forêt de l'Amazone, la forêt du bassin du Congo et la forêt du Mekong en Chine. Et la Kibira fait partie du 2e poumon qui fait respirer la Terre. Donc, s'il n'y a pas de forêt, donc la Terre pourrait être asphyxiée par les terre à terre. Donc, c'est très très important de préserver ces poumons. Et les 6 principes que j'ai tantôt écorchés au début sont aussi à la base de la préservation de ces poumons, mais aussi d'autres mosaïques forestiers à travers le globe.
Ces principes existent au Burundi, ça s'applique parce que c'est des mécanismes, c'est des principes sur lesquels se basent les théories et la pratique de la conservation, la protection des ressources naturelles. Et je parlais du principe pollueur-payeur, et je parlais du principe de la précaution, le principe de prévention, le principe de l'efficacité, le principe de subsidiarité, etc. C'est des principes sur lesquels les techniciens se basent pour la préservation, mais aussi les décideurs se basent pour prendre des décisions. Par exemple, si j'élabore sur un principe qui n'est pas très connu au Burundi, le principe de subsidiarité, c'est un principe qui exige ou qui éclaire le fait que les décisions pour la préservation des ressources naturelles, par exemple la forêt de la Kibira, ne devraient être prises au plus haut niveau que quand c'est avéré. Sinon, ce principe exige ou demande que les décisions pour la préservation de la forêt soient prises au niveau communautaire. Parce qu'en principe, le niveau le plus bas est le plus opérationnel. Et donc, on ne peut pas se surpasser ou dépasser un niveau avant que les autres niveaux ne soient dépassés ou ne soient sursaturés. Et ça, c'est un principe qui existe aussi, parce qu'au niveau de la Kibira, nous voyons des comités de cogestion au niveau local. Nous voyons des communautés qui s'impliquent dans la gestion participative. Il y a même la mise en place des comités de protection de la Kibira. Exactement, c'est ce que j'appelle les comités de cogestion. La cogestion est son mécanisme de partage de responsabilités au niveau technique, au niveau opérationnel, mais aussi au niveau politique. Ça c'est un principe qui existe au Burundi, et au niveau de la protection des aires protégées, de la conservation des aires protégées, c'est clair, ce principe est présent. Le principe pollueur-payeur, je peux dire que c'est un principe qui existe, qui se parle beaucoup plus sur les médias, mais qui n'est pas beaucoup plus exploité au Burundi. Est-ce que peut-on exploiter cette piste? Oui, j'ai mon collègue qui est à côté, qui vient du système des Nations Unies. Ce sont des canaux. Les canaux des Nations Unies devraient aider les pays, dont le Burundi, à exploiter ou à entrer dans ces mécanismes internationaux de gouvernance forestière. Étant donné que, par exemple, si nous avons un fonds vert climat, comment est-ce que le Burundi peut y entrer? On utilise ce principe pollueur-payeur. Et si nous avons le fonds qui vient d'être créé après le sommet One Forest de Libreville, ça, ce sont des opportunités pour faire prévaloir ce principe pollueur-payeur. En principe, c'est quoi? C'est ce que mon collègue a parlé, les services que les forêts nous rendent. L'un des services les plus pertinents, qui est emblématique, c'est la séquestration de gaz à effet de serre, la séquestration de carbone. Le gaz étant plus emblématique que les autres gaz qui sont sécrétés. Et à partir de cette fonction de séquestration de carbone, c'est la dépollution en fait que la Terre bénéficie. Et à partir de ce service rendu, on devait obligatoirement faire prévaloir ce principe pollueur-payeur. Merci beaucoup. Est-ce que pour M. Théo, vous êtes une agence des Nations Unies au Burundi, vous êtes en train de mettre en œuvre un projet Kibira. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour promouvoir l'économie se trouvant dans la Kibira exactement? Ok, merci beaucoup pour la question. Je voudrais également rejoindre un peu les points qui ont été soulevés par mes prédécesseurs, qui sont des points assez fondamentaux et qui nous permettent en fait d'apporter la bonne information généralement aux communautés, aux populations, à tous les auditeurs, pour qu'on comprenne déjà certains enjeux. La première des choses, c'est que la protection de la forêt, la conservation de la biodiversité ne peut pas s'opposer avec le développement local, avec le besoin de sécurité alimentaire. Et je crois que le secrétaire permanent l'a très bien expliqué. Parce que très souvent, des problèmes que nous rencontrons dans plusieurs pays du bassin du Congo avec les communautés, c'est cette en fait, dualité qui se pose entre ceux qui protègent et les communautés. Voilà. Pourtant, les communautés devraient faire partie de ce processus de protection. Parce qu'avant même qu'il y ait des aires protégées formelles, c'est les populations qui étaient là et qui contribuent à la protection de ces espaces. Donc, il n'y a pas d'opposition à faire. Aujourd'hui, si la forêt disparaît, le secrétaire permanent l'a très bien dit, on ne peut pas avoir une agriculture prospère.
Vous savez, aujourd'hui, on assiste à des zoonoses, à certaines maladies liées à la forêt. C'est justement parce que il y a cette combinaison entre perte de la biodiversité, destruction de la forêt et les effets de changement climatique. Et quand il y a ces maladies, quand il y a certains ravageurs, on ne peut pas avoir une agriculture prospère et on ne peut pas avoir la sécurité alimentaire. Ouais. S'il n'y a pas cette forêt de Kibera, en lien avec les aspects économiques, comme vous le dites, déjà, pour réfléchir de manière très simpliste, le pays a besoin d'énergie. Il y a un besoin énergétique important pour le Burundi. Bien sûr. Et le Burundi ne va pas faire de l'énergie polluante. Le Burundi est en train de faire de l'énergie verte. Ouais. Et l'énergie verte, l'énergie qui est la plus apportée, c'est à travers des barrages hydroélectriques. Ouais. Et pour avoir de l'eau, vous avez besoin des forêts, vous avez besoin d'un cycle. Et il y a tous ces aspects d'écosystème. Donc, écosystème, ça veut dire que c'est un ensemble, de sorte que si vous prélevez un élément, vous perturbez tout le fonctionnement. Alors, au niveau de la Kibera, ce que nous voulons faire également à travers différentes actions que nous menons actuellement, c'est d'arriver à débloquer, à contribuer à débloquer des capitaux, des investissements qui vont servir à la fois à protéger la forêt et à appuyer les actions de développement local, précisément sur des questions de l'agribusiness, précisément sur des questions de l'énergie, parce qu'on a besoin, pour faire de l'agribusiness, on a besoin d'énergie, et l'énergie est liée à la protection de la forêt. L'agribusiness est lié aux bonnes conditions climatiques, également lié à la protection de la forêt. On a besoin de faire, les investissements vont être orientés vers l'écotourisme, également liés à la préservation de la biodiversité. Lorsque les touristes vont venir dans la Kibera, ça ne sera pas pour voir les cases, pour voir les routes, ça sera pour voir la biodiversité, ça sera pour voir la forêt, ça sera pour voir les chimpanzés, ça sera pour voir tout ce que la Kibera peut présenter en termes de valeurs écologiques et en termes aussi de valeurs culturelles. Alors, je vais terminer par dire que les mécanismes financiers, malheureusement, ce sont des mécanismes qui ne sont pas développés, je dirais, par nos pays qui sont moins avancés. Et vous vous rappelez que depuis 1997, depuis la Convention de Kyoto, il y a eu des efforts pour financer justement des aspects, des questions de lutte contre les changements climatiques. Mais malheureusement, ces questions sont très complexes. Et aujourd'hui, les principaux bénéficiaires, même si on a des fonds verts pour le climat, on a plusieurs initiatives, mais les principaux bénéficiaires, ce ne sont pas les pays du bassin du Congo et encore moins le Burundi. Et donc, il y a un problème. Mais pourquoi, alors qu'on a déjà dit que la Kibera et la forêt du Congo fait partie des 3 poumons essentiels? Tout à fait. Parce que les mécanismes mis en place sont complexes. Et donc, pour accéder à ces mécanismes, il faut avoir les capacités, il faut avoir toute l'ingénierie, il y a plusieurs questions, il faut avoir des politiques, voilà. il y a tout un arsenal très complexe qui fait que finalement, on vous dit que l'argent est sur la table, mais vous ne pouvez pas y accéder parce que... Peut-être on va y arriver avec les défis qui posent, je dirais. C'était problématique pour avoir, ou bien pour bénéficier de ces fonds, pour précisément protéger ces forêts. Alors, pour le secrétaire permanent, je voulais vous poser cette question. Pour garantir cette sécurité alimentaire, étiez-vous conscient au sein de votre plateforme multisectorielle de sécurité alimentaire et nutrition, étiez-vous conscient de ce danger qui présente, je dirais, des comportements irresponsables, peut-être qui nuiraient à la forêt exclusivement parce qu'on parle de la Kibera, parce que le danger qui est là, comme vous l'avez dit, pas de protection, pas d'une bonne sécurité alimentaire. Quelles sont les actions concrètes au sein de votre plateforme multisectorielle que vous faites en faveur de la protection de l'environnement? Bon, merci pour la bonne question. Je vous dis que la conscience collective, elle est là. Et qui dit plateforme, c'est quoi? En fait, c'est un rassemblement de toutes les parties prenantes.
autour d'un espace commun d'action. Et ces acteurs clés, évidemment, il faut comprendre les différents secteurs gouvernementaux, mais aussi les partenaires au développement, qui sont des intervenants dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et comme nous l'avons bien dit, évidemment qu'il y a une relation entre l'environnement et la sécurité alimentaire, et la conscience de la gestion efficace des écosystèmes, elle est effective. En témoigne d'ailleurs la présence des indicateurs relatifs à la gestion de l'environnement dans tous les documents de politique nationale et dans toutes les stratégies sectorielles. Et comme on l'a dit mon prédécesseur, nous devons fonctionner comme un système. Un système, par définition conceptuelle, c'est un ensemble d'éléments interliés qui agissent en synergie pour avoir un résultat. Le résultat que nous voulons, c'est un écosystème bien protégé, c'est une augmentation de la disponibilité des aliments, de l'accessibilité et leur utilisation et la stabilité pérenne. C'est ça la sécurité alimentaire. Et quand je parle qu'il faut fonctionner comme un système, il faut comprendre que dans un système, tout élément est utile, si petit soit-il. Dans un système, si un élément manque, si petit soit-il, c'est tout le système qui ne fonctionne pas. Donc nous devons agir, comme on le dit d'ailleurs, son Excellence, le président de la République, le général-major Evariste Ndayishimiye, qui ne cesse de dire en langue nationale, c'est un cri de ralliement. C'est-à-dire que l'union fait la force. C'est un cri de ralliement. Et pour matérialiser cela, ce cadre, qui est la plateforme multisectorielle, est un cadre de matérialisation de cette volonté du chef de l'État. De travailler ensemble, de travailler en synergie, chacun faisant effectivement son rôle, les différents systèmes s'emboîtant avec les autres systèmes pour finalement avoir la réponse. Nous devons aller dans la dynamique de l'économie verte, de l'économie bleue, et aussi d'une manière globale de l'économie circulaire. Et prendre en compte aussi même les déchets que nous produisons et les transformer pour qu'ils puissent être beaucoup plus bénéfiques. Il faut comprendre en quelque sorte que cette conscience elle est soutenue et la plateforme est un cadre privilégié d'action parce que autour d'un cadre commun des résultats, les synergies sont effectives. Les efforts sont réellement intégrés parce que les interventions cloisonnées dans tous les pays ont montré qu'il n'y a pas d'efficacité. C'est ainsi donc que pour que cette synergie soit réelle, cela doit être soutenu par des textes légaux et réglementaires pour que les gens se mettent réellement sur le travail. Merci. Je ne sais pas si Abonnement aurait cette question. Oui, je peux poser la question également, monsieur le professeur Serge. Vous avez dit qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités au Burundi qui ne sont pas encore exploitées. Je dirais, à titre d'exemple, la vente de services fournis par nos forêts. Comment faire pour que le Burundi puisse exploiter ces opportunités qui sont là mais qui ne sont pas encore exploitées? C'est vraisemblablement la clé de tout le débat, le comment. Comment accéder aux opportunités pour booster l'économie à travers les ressources naturelles. Et prenant l'exemple des forêts, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est faire l'état des lieux de nos forêts, l'état des lieux de nos ressources. Qu'est-ce que nous disposons, qu'est-ce que nous voulons vendre, et nous voulons vendre à qui et à combien. Parce que la bourse du crédit carbone existe à l'international. Je ne sais pas combien d'Africains, pour parler de Burundais, je ne sais pas combien d'Africains sont au courant que la tonne de carbone se vend à la bourse internationale comme le dollar, comme l'or, voilà, comme le platinium et autres. Donc ça c'est très important. Mon collègue des Nations Unies a parlé de question de capacité. C'est vraiment une question de capacité. Premièrement, il faut que nous puissions avoir une masse critique de spécialistes qui comprennent comment ces mécanismes fonctionnent. Les universités doivent se lever,
les institutions de recherche doivent se lever, le gouvernement doit se lever et appuyer les institutions pour renforcer la capacité des acteurs pour comprendre les mécanismes. Et je suis aussi dans l'obligation d'interpeller les acteurs, ceux qui participent dans ces débats internationaux. Devraient être équipés scientifiquement, techniquement, pour pouvoir s'intégrer et pouvoir animer, aussi participer au débat. Et c'est que je doute fort, parce que nous n'avons pas une masse critique, scientifiquement ou techniquement parlant, capable de faire valoir ça. Ça, état des lieux, à partir d'une masse critique, technique, scientifique bien aguerrie. 2, passer à l'action, pas seulement passer à l'action, mais faire ce qu'on appelle l'éducation environnementale pour renforcer l'éthique environnementale. Comment? Parce que quand ces mécanismes commencent, il y a des critères d'évaluation ou de suivi et évaluation pour voir si cette forêt qui s'engage à être payée ou à être valorisée va passer le cap au niveau de la préservation tout au long des générations. Le niveau d'éthique environnementale est très important, mais aussi les aspects d'intégration, développement durable, les options de bien-être des communautés, ce qu'on appelle en anglais livelihood, et tout ça, il faut savoir, est-ce que les gens ont la capacité de chercher des compromis entre la gestion des forêts et les options génératrices de revenus pour les communautés. 3e niveau d'action, c'est effectivement quel type de partenariat pouvons-nous nouer autour d'un écosystème fonctionnel comme la Kibira. Et il faudrait voir si les autres ou les voisins ne bénéficient pas de la Kibira par rapport à nous. Il faut bien ouvrir les yeux et être consciencieux que la Kibira, c'est une aubaine pour nous, que c'est une source, c'est un pilier pour l'économie nationale. Et enfin, il faut essayer de voir effectivement quel est le mécanisme de suivi de la dynamique des services que la Kibira rend. La Kibira rend. Et si nous voyons la dynamique des stocks de carbone, la dynamique autour de l'écotourisme, la dynamique autour de la qualité des eaux. La fois passée, dans l'émission sur ces mêmes antennes, nous avons analysé et nous avons vu que pratiquement presque 85% des sources d'eau du Burundi qui alimentent le Burundi prendraient source dans la Kibira, au sein de la Kibira. Et ça, c'est très important. Ça signifie que aussi, pas seulement chercher l'argent qui vient de l'extérieur, les agro-industries du Burundi pourraient développer des mécanismes nationaux de paiement ou de conservation des écosystèmes, mais aussi des retombées sur l'économie nationale. Et enfin, il faut aussi voir dans ce mécanisme du comment, c'est effectivement comment développer des instruments et des outils politiques, scientifiques et techniques bien rodés, certifiés par ailleurs, parce qu'il ne faut pas faire le charlatanisme dans ce mécanisme de préservation des forêts, surtout les aires protégées déjà classées au niveau international. Ce n'est pas n'importe qui intervient. Il faut avoir les capacités, les compétences bien reconnues. Ce n'est pas du charlatanisme. Donc, qui accompagne les communautés? Quelle est sa notoriété au niveau scientifique? Quelle est sa capacité technique? Autant de choses. Est-ce que le Burundi disposerait-il de ces techniciens, de ces hommes de science qui pourraient accompagner ce processus? Il y en a, il faut leur donner de la valeur. Il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques experts au niveau de l'université, il y a quelques experts au niveau de l'OBPE, il y a quelques experts au niveau des autres services on pourrait les condenser. Il y a d'autres qui sont perdus dans des services un peu très loin de leur domaine d'action, de leurs expertises. Si on les cherche, on peut faire une équipe scientifique et technique qui peut... Nous avons il y a même des gens qui ont de l'expertise internationale. Et les mécanismes scientifiques de mesure de carbone, nous les disposons.
mais qui finance, parce que c'est des mécanismes qui demandent du financement. J'espère que le système des Nations Unies, dans leur projet, peut financer le système de pistage de la séquestration de carbone, les mesures de carbone. Nous avons les outils techniques comme les équations allométriques et autres qui nous sont disponibles au niveau scientifique. Voilà. Merci beaucoup. Pour vous, Théo, quelle piste dont le Burundi pourrait exploiter pour véritablement profiter de cette richesse naturelle du point de vue mondial, parce que comme vous avez déjà dit, le Burundi, la Kibira n'est pas seulement une fortune pour le Burundi, mais ça s'insère dans cette dynamique de la protection de l'environnement au niveau mondial. Ok, merci beaucoup. Je pense que la première des choses, c'est déjà le message que le Burundi apporte par rapport à la valorisation, par rapport à l'importance de ses ressources, par rapport à l'importance de ses forêts. Je peux dire que le Burundi n'est pas le seul pays qui a des forêts. Nous avons plusieurs pays. Quand vous voyez déjà les bassins du Congo, on compte déjà presque une dizaine de pays. Vous allez dans l'Amazonie, c'est la même chose. Ça veut dire que... Et les bailleurs, ce sont les mêmes. Et donc, chacun doit savoir prêcher pour sa chapelle. Et donc, si on ne prêche pas suffisamment pour sa chapelle, eh bien, les autres vont continuer à bénéficier des financements importants. Aujourd'hui, dans la région, vous avez un pays, les pays qui bénéficient le plus des financements sur les questions de préservation de la biodiversité. C'est d'abord les pays comme la RDC. On peut comprendre par sa taille et son immensité, l'importance des ressources forestières. Mais aujourd'hui, vous avez un petit pays, je ne veux pas dire petit, mais par rapport à la taille, un pays comme le Gabon, qui est en train vraiment de se positionner en termes de leadership pour les questions d'accès au financement innovant, au financement vert, au financement lié au changement climatique. Pourquoi ils se positionnent? C'est parce qu'ils mettent en place les bonnes stratégies pour attirer les différents financements. Il y a une préparation à faire au niveau national. Il y a vraiment un diagnostic important à faire au niveau national. Il faut une préparation. La préparation inclut, et je pense que mes prédécesseurs l'ont aussi bien dit, ça inclut des réformes sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le plan légal. Vous allez accéder au marché, si vous voulez accéder au marché carbone, mais il faut avoir déjà les mécanismes nationaux qui clarifient en fait la question même de carbone. Le marché, il est complexe. C'est un marché économique, c'est un marché volontaire. Donc l'acheteur vient, il y a plusieurs vendeurs. Si le Burundi, à travers ses projets, veut valoriser le carbone, il faut savoir qu'il y a plusieurs vendeurs. Et donc l'acheteur, lui, voit là où il a c'est plus rentable pour lui, où il a le plus d'assurance et il n'y aura pas de remise en question. Donc il y a une question de préparation sur toutes ces questions-là, mettre en place les instruments nécessaires pour accompagner ce processus. Et donc, nous, en tant que UNCDF et d'autres agences des Nations Unies, eh bien, nous travaillons aux côtés du gouvernement justement pour l'accompagner dans cette dynamique, dans cette démarche. Il y a des experts, il y a des gens qui ont des capacités et des compétences. Parfois, c'est une question peut-être d'accès à l'information, c'est peut-être une question des ressources et des moyens. Il y a certains projets, par exemple le Green Climate Fund met en place des projets qu'on appelle les readiness, des projets de préparation. Et il voit comment on renforce les capacités nationales pour que les pays et les acteurs puissent comprendre un peu le fonctionnement de ces mécanismes et développer un pipeline de projets qui peut être bancable. Au niveau du Green Climate Fund, c'est plusieurs milliards mobilisés. Mais quand vous voyez les pays qui accèdent, ce sont des pays qui ont déjà peut-être suffisamment de ressources. La question de partenariat stratégique, elle est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, la question de la protection de la biodiversité, si nous voulons valoriser, accéder à des financements, on ne peut pas le faire sans le secteur privé. Ça, il faut oublier. Le secteur privé est un acteur clé dans la dynamique. Est-ce que pour le cas du Burundi, pour le cas de la Kibira, peut-être le Burundi serait-il prêt à ouvrir ses portes pour que ses partenaires privés aussi y prennent de l'accès? C'est le travail que nous faisons actuellement avec Casosa Finance et d'autres acteurs.
avec justement un financement initial du PBF, le Fonds de consolidation de la paix du Secrétariat général des Nations Unies, pour voir comment mettre en place un fonds d'investissement. En fait, ce fonds d'investissement va être en fait un mécanisme qui peut permettre à créer un déclic d'accès à certains financements. Et ça, je dois également le dire, c'est que nous travaillons aussi sur base de l'agenda du gouvernement. Et nous avons l'assurance notamment que les plus hautes autorités voudraient justement qu'on arrive à ce genre de mécanismes. Et donc on salue justement cet engagement du gouvernement et des plus hautes autorités pour qu'on ait la possibilité de travailler sur ce genre de mécanismes. Les capitaux, pour les attirer, il faut créer un environnement favorable, il faut les dérisquer. Et vous savez que dans les contextes de nos pays, il y a des investisseurs qui peuvent contribuer à certains financements du climat, mais qui ne veulent pas parce qu'ils s'estiment qu'il y a beaucoup trop de risques. Je préfère aller au Brésil, je préfère aller en Indonésie parce que c'est moins risqué. Il y a des structures qui existent plutôt que de venir par exemple au Cameroun, au Gabon ou en RDC ou même au Burundi. Et donc c'est ce travail, ce fonds d'investissement que nous voulons mettre en place avec des mécanismes de de-risking, avec des agences de coopération qui peuvent servir des garanties, aider à dérisquer. Et comme ça, l'investisseur qui vient, il sait que j'ai investi, mais il y a un garant. En cas de problème, nous avons l'AFD, la banque, la BAD, par exemple. Nous avons FMO, qui sont là et qui peuvent servir en fait de garantie. Et ce sont ces types de mécanismes qui vont attirer plus de financement que nous voulons promouvoir. En fait, ce fonds d'investissement que nous voulons mettre en place, on l'appelle Congo Nile Impact Fund parce qu'on veut le faire avec le Congo RDC également parce que la RDC a accès à beaucoup de financements aussi et donc il faut créer également des couloirs d'opportunités avec... Ce sont ces partenariats stratégiques qu'il faut construire. Il faut voir dans la sous-région quels sont les pays avec lesquels... Peut-être qui pourraient aider au Burundi à matérialiser la Kibila. Et voilà, et donc le Congo qui a accès à des financements importants, si le Burundi crée un partenariat stratégique avec des pays comme la RDC, ça veut dire qu'on intègre la forêt de la Kibira qui est peut-être pas grande en superficie, mais qui est grande en termes de valeur écologique, comme source même hydrologique pour plusieurs cours d'eau dans la sous-région, le Nil. Et donc, ça permet, à travers ces partenariats stratégiques et à travers des mécanismes qui vont être mis en place, renforcement des capacités, il faudra une expertise technique internationale, ça on ne pourra pas s'en passer. Merci beaucoup. Peut-être nous acheminons vers la fin, nous avons encore peut-être 5 ou 6 minutes. Professeur Serge, alors quelles sont les différentes pistes que le Burundi pourrait exploiter, comme je l'avais dit, pour que la Kibila aussi, d'autres forêts au Burundi deviennent véritablement des ressources viables, fiables et de revenus qui sont au service du développement national. Merci beaucoup. J'avais tracé effectivement ce que je peux appeler une autoroute à plusieurs sens avant que mon collègue n'emboîte le pas. Et je vais juste ajouter que pour que le Burundi puisse bénéficier de ces financements, franchement, 3 choses clés. Premièrement, effectivement, connaître sa valeur, la valeur des ressources dont on dispose et connaître les vendre. Et ça, on ne peut pas. Moi, je le dis juste terre à terre, sans trop de scientificité. Et connaître sa ressource, comment est-ce que. Si nous disons que la Kibila est connectée au bassin du Congo, les gens ne comprennent pas. Pourtant, c'est vrai. Ça, c'est un message stratégique. Comment est-ce qu'on peut justifier que le bassin du Congo est en train d'attirer les financements pour les autres pays et ça n'attire pas les financements pour le Burundi, alors que nous avons cette frange de forêt presque primaire. La forêt de la Kibila, c'est une forêt primaire. C'est extraordinairement riche en biodiversité, en espèces emblématiques. Est-ce que nous sommes bien outillés pour définir cette valeur écologique? Bon, pour être bien outillés, nous devons exploiter le partenariat multi-acteurs et à quatre composantes.
effectivement le gouvernement prenant le devant. Ouais. C'est effectivement et puis effectivement, nous nous réjouissons au niveau des scientifiques, nous nous réjouissons qu'effectivement le gouvernement a une très très bonne volonté et il est bien disposé, c'est clair. Et le deuxième partenaire privilégié, c'est effectivement le secteur privé. Là, on est tous d'accord, parce que le secteur privé, c'est un secteur très dynamique et qui regarde aussi dans plusieurs directions et qui apporte aussi beaucoup d'informations. Le secteur privé, c'est très important. Le secteur bancaire, le secteur des agro-industries, le secteur des conservateurs, tout ça. Et troisièmement, il y a un secteur qui est hyper important que les gens négligent, le partenariat scientifique, le partenariat technique et scientifique. Et on ne pourra jamais certifier les stocks de carbone sans que ça soit certifié par des professeurs d'université qui sont bien aguerris et qui ont fait une formation dans ce domaine. Et enfin, le quatrième acteur qui est très important, c'est effectivement les PTF. On ne peut pas faire sans les partenaires techniques et financiers. Et ce carré-là, à 4 sommets. Et quand il sera exploité, on pourra effectivement entrer très efficacement et très efficacement dans cette aubaine, cette opportunité d'utiliser la ressource naturelle comme la Kibira, la forêt de la Kibira, dans l'éclosion de l'économie nationale. Et attention au principe du développement durable. Nous devons obligatoirement rentrer dans ce mécanisme de développement durable pour pouvoir jouer l'équité au niveau de tous les acteurs. Merci. Comment est-ce qu'on partage, on devrait partager la garantie de partage des bénéfices. La garantie de partage des bénéfices devait être un critère pour pouvoir être écouté au niveau international. La gouvernance, la bonne gouvernance. On doit avoir un bon positionnement. Les principes de gouvernance, c'est ça qui dérisque tout ce qui est obscur. C'est très important. Et le Burundi est capable. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes. Mais est-ce que une dernière question pour le docteur là? Je vais poser la question au monsieur secrétaire permanent. Nous venons de voir que la sécurité alimentaire n'est pas beaucoup des facteurs environnementaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos forêts nous donnent ce qu'il faut pour augmenter la production et conséquences de la sécurité alimentaire au Burundi? Merci beaucoup. Il faut évidemment une gestion efficace et durable des écosystèmes. Et aujourd'hui, nous aimons dire développement socio-économique. Mais les experts aujourd'hui préfèrent dire développement socio-économique et environnemental. Pour vous dire que cette dimension environnementale, si on ne prend pas garde, on ne peut pas vraiment réussir les problèmes de développement. Il faut donc mobiliser tous les acteurs, mobiliser tout le monde pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Il faut structurer les intervenants en grands groupes. Je rejoins l'idée de Serge. Il faut structurer les intervenants en grands groupes. Et le premier grand groupe, évidemment, c'est le côté gouvernemental, où les différents secteurs doivent agir en synergie, et prenant cette question de gestion durable des écosystèmes pour une bonne sécurité alimentaire, pour le bien-être des populations, comme étant d'une dimension capitale pour le développement socio-économique. Il faut aussi prendre en compte le secteur privé. Je me souviens lors d'une réunion TICAD, le Tokyo International Conference en Africa Development, qui s'est déroulée à Yokohama, tous les présidents des républiques ont dit qu'il y a des capitaux qui dorment. Il y a les capitaux au niveau du secteur privé et on doit mettre en route des mécanismes pour les mettre au service du développement. Ça, vraiment, on ne peut pas nier. Et nous, au niveau de la plateforme, nous avons commencé, la plateforme multisectorielle, le secteur alimentaire de nutrition, nous sommes en train de structurer les intervenants du secteur privé dans un réseau du secteur privé pour le renforcement de la nutrition. Parce que si on veut développer l'agriculture, par exemple, ce n'est pas une personne qui cultive après avoir demander l'aide en termes de semences qui peut développer l'agriculture. C'est plutôt ces grands manias qui ont de l'argent qui doivent mettre ces fonds au service du développement agricole par des mécanismes mis en route par le gouvernement pour leur permettre de leur montrer les avantages qu'ils peuvent y tirer et faire des facilités, mettre en route des mécanismes pour diminuer le risque. Et je reviens aussi sur
les acteurs clés comme les parlementaires par exemple qui doivent mettre le dossier sur l'agenda politique et législatif. Nous avons les grands groupes comme les REPAR par exemple, le réseau des parlementaires de l'Afrique centrale pour la gestion durable des écosystèmes. Il faut que nos parlementaires soient dans la cadence, il faut qu'ils soient actifs, il faut qu'ils aillent dans les comités de gestion de ces organisations régionales. Il y a le réseau des alliances des parlementaires pour la sécurité alimentaire et de nutrition, qui sont toujours dans les grands agendas politiques. Il faut que nos acteurs aussi parlementaires puissent être dans ces groupes de réflexion, dans ces organisations régionales, pour que nous puissions savoir d'abord, connaître du moins les opportunités qui existent au niveau régional, au niveau international, pour pouvoir les accaparer. Merci. Peut-être sans vous couper la parole, je vois que le temps qui est réservé à notre émission va peut-être s'écouler. Peut-être qu'il y aurait des questions qui sont au podium pour les auditeurs, parce que comme vous le savez, tous les numéros de cette émission ont des questions au podium et après on va comptabiliser le gagnant du mois. Ok. Avant de donner les questions qui sont au podium, je vais d'abord rappeler le gagnant de la semaine passée. Celui qui a gagné, c'est Legis qui a répondu le premier. Mais les deux personnes qui ont répondu au on donne la bonne réponse. Mais nous allons procéder le premier. Pour les questions d'aujourd'hui, nos auditeurs vont dire combien de principes de gestion environnementale il y a. Combien a-t-il de principes de gestion environnementale? Peut-être s'ils ont suivi l'émission du début à la fin, ils auront... Et puis la deuxième question, il faut donner au moins des moyens de génération de revenus à travers les forêts. Voilà, merci beaucoup monsieur Habonimana Nixon qui était à la co-animation de cette émission. Mais je vais je veux peut-être dire en bail pour nos invités qui étaient au rendez-vous dans cette émission. Monsieur Théo, c'était un plaisir d'être avec vous. Tous les plaisirs étaient pour moi. Peut-être un autre jour vous serez au rendez-vous si l'occasion se présentait aussi. Tout à fait, je suis toujours disponible. Professeur Serge Ndakumana, c'était la deuxième fois que vous soyez dans nos studios. Toujours un plaisir d'être avec vous. Je serai toujours à vos côtés quand vous parlez des questions écologiques et des questions changement climatique et autres pour la préservation durable de nos écosystèmes, mais aussi quand vous parlez de développement durable, invitez-moi, je serai disponible. Merci beaucoup. Merci aussi à Dr Célestin Sibomana. C'était un plaisir d'être avec vous. Vous aussi. Le jour où on vous donnerait une autre invitation, je pense que vous serez au rendez-vous. Merci beaucoup. Je serai toujours au rendez-vous pour que nos contributions puissent nourrir les pistes d'action réformatrices pour pouvoir renforcer les écosystèmes et développer le bien-être des populations. Merci beaucoup Ale Mouhigo et Nixon Habonimana. Nous étions à la présentation de cette émission et à bientôt, à vendredi prochain. Kazoza FM, be your own boss.